Bonsoir, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre émission Culture Caso, votre rendez-vous culturel où on explore, on examine, on s'inspire et on apprend. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique parfois controversée, très passionnante, mais est devenue incontournable, l'intelligence artificielle. Et pour parler de cette thématique, nous allons recevoir Gloire Moussimois, auteur du livre 25 IA pour chercheurs et étudiants. Pour m'accompagner dans cette émission, nous avons Angélique. Content de t'avoir dans cette émission. Angélique, comment vas-tu ? Bonjour Olivier, je vais très bien. Surtout avec un super programme comme l'IA, l'intelligence artificielle. Et nous avons également sur le plateau Gabriella. On s'est dit une habitude. Comment vas-tu ? Bonjour Olivier, ça va très bien, merci. Comment tu te sens ? Ça va ? Aujourd'hui, ça va très bien. Je suis très contente de parler de l'IA. Nous allons commencer par le sommaire. Donc, notre première rubrique, on va présenter l'invité du jour qui va nous expliquer ses motivations, ce qui l'a poussé à écrire son livre. Ensuite, nous aurons la parole est à vous avec Angélique qui va explorer le livre avec notre invité. Et on va terminer par le cas pratique avec Gabriella, qui va poser des questions pratiques à notre auteur. Donc, sans transition, passons à la première rubrique. Bonjour Gloire, content de t'accueillir sur le plateau. Comment vas-tu ? Je vais bien. C'est pour moi aussi un réel plaisir d'être dans ce plateau avec vous. En tout cas, moi aussi, je suis vraiment ravi de t'accueillir et on va parler d'une belle thématique, 25 IA pour étudiants et chercheurs. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre ? Ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est que nous sommes à l'ère où l'IA domine. Et puis, quand je regardais beaucoup plus dans le monde estudiantin ou pour les chercheurs, parce que c'était venu quand j'étais en train d'écrire mon mémoire, je m'étais rendu compte qu'on parle de l'IA, mais de façon vague. Il y a plusieurs IA à gauche et à droite, mais particulièrement les étudiants, ils ne savent pas quelle IA ils peuvent utiliser, soit pour faire la recherche, pour réviser leurs notes, pour faire des présentations captivantes, et en tout cas les aider à briller dans leurs études. Okay. C'est ce qui m'avait particulièrement motivé. Et surtout, comme tu as dit, c'est un sujet de fois aussi controversé. Mm-hmm. Il faut savoir aussi comment les utiliser de manière éthique. C'est tout ça. Pas seulement savoir les IA, mais surtout comment aussi les utiliser de façon éthique. Alors ça, cette partie-là, on va approfondir avec Angélique. On va revenir un peu sur toi. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ton parcours, qui tu es, ce que tu as fait comme études, ton parcours professionnel. Donc, est-ce que tu peux un peu nous parler de toi, s'il te plaît ? Moi, c'est Gloire Moussimois. Je suis originaire de Bukavu, une ville qui se situe à l'est de la République démocratique du Congo. Et comme étude, j'ai fait les sciences économiques et de gestion à l'Université évangélique en Afrique. Et puis, après avoir travaillé à peu près 5 à 6 ans, j'avais décidé de continuer avec mes études de master. Et là, je voulais explorer le monde. C'est comme ça que j'ai commencé à chercher qu'est-ce que je voulais faire. Premièrement, je voulais faire un master en anglais. Et quand j'ai commencé à postuler, j'avais obtenu une bourse pour venir faire mes études en Belgique à l'Université d'Anvers, où j'ai fait le programme de master de spécialisation en Globalization and Development. Et après ce master, comme à la base j'ai le profil d'économiste, je voulais améliorer mon aspect quantitatif parce qu'il faut savoir manipuler le logiciel pour faire l'analyse des données. C'est comme ça que j'ai poursuivi avec un autre master en méthode quantitative en sciences sociales. Et c'est durant mon parcours en Belgique que l'IA a explosé, particulièrement avec les ChatGPT. Ça m'a passionné. J'ai commencé vraiment à utiliser ChatGPT régulièrement, essayer de comprendre comment ça marche, parce qu'à la base, j'ai mon bac en commercial informatique. Et du coup, il y a cette passion-là pour l'informatique qui m'anime toujours. Okay. Et au cours de tes études, donc au cours de tes masters complémentaires, est-ce que tu as eu à utiliser l'IA ? Oui. Parce que là, quand l'IA a commencé, je pense qu'on était à l'avant-dernier module, avant de passer à la rédaction du mémoire. Et je l'avais utilisé, mais malheureusement, pour la première fois, ce n'était pas bien utilisé. Je pense que c'est pour ça que ça m'avait parlé aussi. Parce que moi, je posais juste la question, et tout ce que l'IA m'a donné, je faisais un peu comme juste, en tout cas, du copier-coller. Aïe. Je fais ça. Oh là là. Ça m'avait valu d'abord vraiment une première mauvaise note. Mais c'est avec du recul que j'ai compris l'importance de pouvoir l'utiliser maintenant de façon éthique. C'est justement la question que j'allais te poser, parce qu'effectivement, c'est fort controversé dans les milieux académiques. Et comment est-ce qu'on peut utiliser justement les intelligences artificielles de manière éthique ? Là, je pense qu'il faut d'abord retourner à la base, de comprendre c'est quoi l'IA. Et ici, particulièrement, on est en train de parler de l'IA générative. Donc, c'est l'IA qui essaie un peu de simuler
l'intelligence humaine ou la façon de réfléchir de l'humain pour pouvoir nous donner des outputs ou des réponses selon la façon dont ils ont été programmés. Donc maintenant, ils peuvent prédire les types de réponses qu'ils vont nous fournir selon la façon dont on doit poser la question. Du coup, j'ai perdu la question, c'était pourquoi. Éthique. Les utiliser de manière éthique. Oui. Et dès que tu comprends ça, c'est que c'est en tout cas tout un ensemble de bases de données qui est en train de te produire des choses. Et des fois, selon que ça a été programmé, tu comprends directement que les réponses qu'ils vont te donner ne peuvent pas être réellement exactes. Et là, c'est tout ce qu'on appelle dans le monde des IA des hallucinations. Donc, ça peut halluciner, ça te donne juste des réponses parce que c'est programmé pour que ça puisse te répondre. Oui. Et des fois, quand tu vois le type de réponse, comme ça a été mon cas, tu te dis, waouh, c'est exactement ça que je vais. Et tu peux être amené à juste copier-coller. Mais j'ai appris avec le temps que si tu continues à utiliser de cette façon-là, tu risques de perdre ton esprit critique. Exactement. Parce que là, tu fais juste des copier-coller. En tant qu'humain, tu n'interviens plus. L'IA doit être utilisée comme un assistant qui nous accompagne, par exemple, pour la productivité, afin d'aller plus rapidement. Effectivement. Donc ici, tu expliques justement que l'IA, ça ne remplace pas donc l'intelligence humaine. Donc c'est juste un complément. Et justement, donc on va passer à la deuxième rubrique où Angélique donc, va explorer donc, avec toi un peu ton livre et donc elle va te poser donc, quelques questions. Donc passons à la deuxième rubrique. La parole est à vous avec Angélique. Les intelligences artificielles. Avant, je vais parler un peu de mon petit témoignage. C'est que dans ma vie professionnelle ou même dans ma vie privée, l'intelligence artificielle a vraiment facilité mon quotidien. J'avoue que le ChatGPT, c'est devenu mon assistante. Vraiment, oui, je dis vraiment, ça a facilité ma vie professionnelle. Oui, tu n'es vraiment, pas la seule. Vraiment, oui, il y a des choses. Même les entreprises sont en train d'adopter. Même les universités sont en train de réfléchir sur comment est-ce qu'elles l'utiliser parce que c'est devenu incontournable. Exactement. Comme Internet est à Paris, comme les bitcoins sont à Paris ou les autres révolutions technologiques qu'on a connues. Bon, allez, je avoue aussi. Donc, je travaille dans le secteur bancaire et on utilise aussi l'intelligence artificielle pour certaines choses. Ouais. Oui. Non, c'est vrai que j'ai envie même de comparer, de me dire est-ce que c'est au même niveau que l'électricité ou pas? Est-ce qu'on en est à ce niveau-là? Mais c'est pas loin. Je pense qu'on peut améliorer et ça fait partie de notre quotidien pour tout. Je voyais dernièrement un reportage qui parlait des ingénieurs qui ont étudié l'intelligence artificielle. Avant qu'ils aient terminé, ils ont tous les jours des propositions d'emploi parce que les entreprises investissent massivement dans l'intelligence artificielle. Donc, ça fera partie du cursus, je pense, des générations à venir. Ça fera partie vraiment du panel des cours qu'ils vont avoir. Maintenant, quels sont pour toi, qu'est-ce que tu as envie, peut-être quels sont tes coups de cœur dans l'IA? Il y en a peut-être que tu aimes, que tu dis non, ceux-là, ça me facilite au quotidien. Ou quelles sont les intelligences artificielles, la parole est à toi, que tu voudrais présenter, que tu voudrais dire non, les jeunes, les étudiants, utiliser celle-ci ou celle-là. Donc, on te laisse. Oui, pour moi, l'IA que je trouve le plus incontournable pour le moment pour les étudiants, c'est Notebook LM de Google. Parce que celui-là, c'est vraiment une pépite et parce qu'il permet de faire plusieurs choses à la fois. En premier lieu, ça peut aider les étudiants à réviser leurs notes rapidement parce que ça a une capacité de télécharger jusqu'à 50 PDF. Tu peux télécharger aussi des liens YouTube. Par exemple, si tu as été au cours et tu as enregistré des audios, et après, au lieu de commencer à les réécouter pour que tu commences à prendre encore note après, Notebook LM peut te permettre d'avoir directement ton transcript. Donc, le texte est brut. Et puis, je passe directement, tu peux même maintenant utiliser ChatGPT pour essayer de lui donner un prompt. Donc, le prompt, c'est la façon de donner une instruction à l'IA pour qu'il puisse te donner une réponse par rapport à ta préoccupation. Tu lui fais maintenant un prompt pour t'aider à nettoyer. Comme ça, tu as un texte plus épuré, un texte plus structuré. Et là, tu peux maintenant commencer, par exemple, à réviser facilement. Mais aussi, Notebook intègre une possibilité de faire un podcast. Imagine s'il y a tous les syllabus de ton cours. Oui. Tu es en cours, tu es en train de marcher, par exemple, au lieu d'écouter la musique, tu fais ça sous forme de podcast. C'est comme des personnes sont en train de discuter. Une voix qui est générée, en fait. Oui, une voix artificielle. Okay. Tu peux enregistrer sous format MP3, je crois. Et tu peux écouter maintenant après. Okay. On discute des cours comme si c'était des gens, des experts de domaine qui sont en train de parler. Et ça ne s'arrête pas là.
ça ajoute aussi l'aspect vidéo. Ça peut te présenter ton cours sous format vidéo PowerPoint, comme si maintenant c'était les profs qui étaient en train d'enseigner. Et puis, si avec tous les cours, tu te dis, je n'ai pas le temps de tout parcourir, ça a plusieurs façons de les synthétiser. Ça peut te les synthétiser juste pour te donner les synthèses générales du cours. Ça peut, si tu as déjà révisé et que tu te demandes comment est-ce que les profs peuvent poser les questions durant une interrogation, un examen ou n'importe quelle évaluation, ça te propose même des quiz. Dès que tu lui as donné le contenu des cours que tu veux réviser plutôt, ça te donne aussi des quiz. Tu poses une question, si tu as déjà révisé, tu as déjà une façon de voir, OK, ça, je peux répondre comme ça. Ça, j'imagine que tout ça, c'est payant. C'est jamais dans la version gratuite. Ce qui est maintenant intéressant, c'est pourquoi même j'ai commencé par là. Notebook LM est gratuit. Jusqu'à un niveau, toutes ces fonctions-là sont gratuites? Oui, toutes ces fonctionnalités-là sont gratuites. Je sais qu'il y a des limites mais que je n'ai pas encore explorées, mais jusque-là, moi, je ne paie aucun frais pour l'utiliser. Mais il est vrai déjà que Gaggle commence aussi à faire des abonnements pour utiliser ces Gaggle, c'est quoi? Google. Google, excuse-moi. Oui. Donc, ils ont déjà des abonnements. Mais en tout cas, une grande partie, tout ce que là je venais de dire, c'est gratuitement et c'est pourquoi moi, je l'aime. C'est vrai, je l'ai découvert pour le monde académique parce que moi, j'avais déjà fini les études quand c'est à Paris. Mais je les conseille et pour les recherches, même pour le travail, je l'utilise. Quand je vais synthétiser des rapports pour avoir l'essentiel, ça aide donc, même pas seulement les étudiants, même les professionnels aussi, je vais dire. Moi, je me dis, si on avait eu ça pendant nos études, je pense qu'on aurait performé d'une autre façon. Hein. Mais comme il dit, ça ne remplace pas l'intelligence. Donc, c'est juste un complément, donc un assistant. L'avantage, c'est que ça te rend productif, je vais dire. Exactement. Tu peux résumer plus vite. Et puis, si tu veux maintenant commencer à te concentrer, tu as déjà soit les synthèses ou plusieurs façons, même ça aussi, un chat, tu peux maintenant poser même des questions. Et comparer, par exemple, à ChatGPT ou les autres IA, ça ne va pas halluciner. Ça ne va pas aller chercher des réponses ailleurs. Ça va chercher les réponses, des contenus des réponses sur base des matières que tu lui as données comme source. Donc, la source des réponses qu'il va te fournir, c'est basé sur les cours que tu lui as donnés. Mais n'oublions pas, ça reste l'IA. Même en bas, là, de chaque IA, on écrit que l'IA peut se tromper. C'est pourquoi notre intelligence doit toujours fonctionner, doit toujours marcher. D'accord. En tout cas. Et comment être sûr du contenu? Comment être sûr justement qu'il ne s'est pas trompé? Oui, c'est pour ça qu'on dit que là, tu dis, bon, voilà, donc, oui, donc il se base sur ton cours, mais il y a quand même ce petit avertissement qui dit qu'il peut se tromper. Et comment est-ce que moi, je peux être sûr? Il faut étudier d'abord un peu. Voilà. Il faut commencer par étudier et aller au cours. C'est ça. Parce que quand tu as déjà révisé tes notes et que tu l'utilises, ça devient en tout cas comme vraiment une façon de réviser. Oui, tu peux repérer facilement les fautes, les fautes où tu dis, là, il essaie d'amener à côté. En tout cas, quelle bonne IA qu'on va prendre. Même pour une réunion du travail. Oui, même pour les réunions du travail. Bon, c'est vrai, il y a ceux qui le font encore de manière, je vais dire un peu, pas trop orientée IA. Vous avez été en réunion, tu enregistres l'audio de la réunion. Tu n'as plus besoin de te casser 3 heures ou 4 heures de temps après pour faire le compte rendu. Si tu as ton enregistrement, tu uploads ton audio de la réunion et tu demandes de te structurer ça sous forme d'un compte rendu professionnel. Mais il faut quand même relire. Moi, j'ai déjà utilisé ça pour certaines réunions et heureusement que j'avais relu. Yes, parce qu'il y a parfois des petites fautes et parfois, voilà, il va chercher des idées qui n'étaient pas les idées de base. C'est là que vraiment l'intelligence humaine intervient. Et une autre chose qui aide à ce que l'IA puisse donner les bonnes réponses, c'est la façon dont tu as posé la question. Le prompt que tu as utilisé. Mais l'intelligence humaine intervient maintenant dans le sens où, au lieu que tu passes de 2 heures, de 3 heures, tu peux même maintenant le faire dans 15 minutes, dans 30 minutes. Et le reste du temps là, c'est vrai que tu l'affectes. C'est vrai que ça nous fait gagner quand même pas mal de temps. Oui. D'accord. Est-ce que tu as une autre IA proposée ou une autre pépite à partager avec nous? Moi, j'utilise aussi beaucoup plus Gamma pour les présentations. Oui. Je l'utilise pour les présentations et ça m'aide beaucoup. Des fois, je pars de zéro. Je lui dis seulement, j'ai envie je vais faire une présentation, par exemple, sur les changements climatiques. Je prends juste un sujet comme ça et je veux que tu m'aides à faire une présentation. Ça, c'est gratuit jusqu'à 10 slides. Au-delà de 10 slides, il faut prendre un abonnement. Mais généralement, je pense qu'avec 10 slides, en tout cas pour une présentation de 30 minutes ou moins,
déjà une bonne. Même 1 heure, ça dépend parce qu'on n'est pas obligé de bomber les Mhm. slides avec beaucoup de matière. Ça peut déjà aller. Et moi, j'aime les images que ça crée. Et ils ont ajouté plusieurs options. Donc, tu peux créer des images qui ressemblent plus à des humains ou à la nature. Mhm. Et tu peux faire ce qui ressemble juste des images à des dessins ou comme Oui, des oui, petites oui. cartographies. Et moi, j'aime ces aspects-là. Et une autre façon, par exemple, pour les étudiants de l'utiliser pour que ça te donne des réponses qui répondent bien à tes préoccupations. Par exemple, tu veux présenter un cours, toi-même, tu sélectionnes déjà les points clés Mm. que tu veux mettre dans ta présentation, au lieu de laisser l'IA faire tout le travail. Mhm. Ça, je trouve que c'est une mauvaise approche. Tu prends, par exemple, je vais dire ton mémoire, tu l'uploades dans Gamma et tu laisses faire la présentation. Pour moi, je trouve que c'est une mauvaise approche. Mais toi-même, tu synthétises d'abord tes cours. C'est toi qui sais, je vais présenter cette partie, cette partie, cette partie. Ce sont les mots-clés Mhm. ou les parties clés de ma présentation. Et puis, tu le donnes maintenant, il te met juste la bonne forme, Oui. la présentation que tu veux faire. Et puis, tu peux faire maintenant toi-même les petits autres ajustements qui viennent avec. Tu l'utilises également pour formuler ton texte ou juste pour le visuel quand tu ne parles de Pour ça? les visuels, D'accord. je prépare mon texte. Dans ma présentation, je vais parler de ça, de ça, de ça, de ça. Et puis, je lui demande Et maintenant tu de dois le lui faire. préciser que tu veux garder le texte et que tu fais juste au visuel ou comment ça se Là, passe? il ne va pas aller. Au fait, là, tu me rappelles un truc. Actuellement, il y a plusieurs possibilités. Tu peux partir de zéro, Mhm. où Mhm. c'est l'IA qui génère les contenus. Tu Mhm. peux lui donner ton propre contenu. Ou actuellement, il y a aussi une possibilité de les lier soit avec PowerPoint, je crois, ou Google Sheet. Ouais, il y a même Canva, je pense, Euh, qu'on peut lier dans les trucs maintenant. Ça, c'est Canva, peut-être je ne avec sais pas, mais ChatGPT, Canva peut-être. aussi, ils ont intégré aussi l'IA. Mais donc, il y a maintenant des possibilités de mettre Google Doc, Google Presentation, ou je ne sais pas comment on appelle ça encore pour les présentations de Google. Tu peux insérer donc tous ces autres éléments là où les formats PowerPoint que tu avais déjà fait au départ, et puis ça t'aide après maintenant à les améliorer avec des bons visuels. Je trouve ça intéressant. Oui. Mais comme tu l'as précisé, n'oublions pas de toujours faire la relecture. On a eu déjà des exemples et Très important. contre-exemples Ouais. qu'on a pu partager, qu'on a pu voir, où Mm. la personne n'a peut-être pas eu le temps de revoir, mais quand on a une présentation devant tout un auditoire, ben, ça Il peut faut être se rassurer peut-être, vraiment oui, ça peut de ce être qu'on doit voilà, présenter. handicapant quelquefois. Mm. Oui, c'est vrai que j'ai déjà assisté à une présentation, effectivement. J'ai capté que le présentateur avait utilisé Gamma. Il Mm. n'avait pas pris la peine de revoir. Et finalement, il a laissé tomber sa présentation. Il a fait discrètement. Il a éteint le PowerPoint et il a continué donc, de manière orale Mm. parce Et, qu'il n'avait pas pu vérifier tout ça. et c'est beaucoup d'erreurs que les étudiants commettent aussi, parce qu'ils mettent avec ChatGPT. Ouais. Quand il a un devoir, et comme généralement l'être humain aime la facilité, il met la question que le prof lui a donnée de travail dessus, et puis il prend la réponse comme ça. Mais ce qui est bizarre un peu avec ChatGPT, ça vient aussi avec les aspects avant, parce qu'il a dit voici la réponse à la question que tu as posée. Et puis après, par exemple, ça ajoute aussi est-ce que tu veux, par exemple, d'autres préoccupations par rapport à ceci, à cela. Maintenant, il y a des étudiants qui font les copier-coller bêtes comme ça. Oui. Et des fois, quand ils envoient comme ça, l'enseignant des textes, Oui. que c'est l'IA, ou quand, en tout cas, c'est le texte 100% généré par l'IA, quand il envoie, des fois, on sent certains mots qui se répètent, Oui. ou certaines tournures, ou la façon dont il conclut. Là, il avait déjà tout dit, mais puis encore à la fin, c'est comme s'il s'est redit. Donc, il faut savoir comment Donc, contourner il tous ces faut aspects-là. plutôt prendre l'IA pour reformuler, non Ouais. pas pour formuler. Ça peut déjà te donner les bases. Par exemple, moi, là, ce que je recommande, tu peux l'utiliser pour brainstormer, Exact. Oui. pour réfléchir. Par exemple, tu Je veux te donne des faire pistes. ton mémoire, mais tu te demandes encore quel plan je vais faire. Tu peux, par exemple, lui demander comment structurer ton mémoire ou organiser certaines idées d'une présentation. Et dès que tu as les plans, mais c'est toi qui te mets maintenant au boulot. Exact. Ou tu peux lui demander de t'aider à trouver les bonnes sources. Bon, c'est là que je vais présenter aussi Claude AI. Je l'avais essayé. C'était sur une thématique sur la migration. Je lui ai dit que je suis en train de vouloir écrire un article sur la migration, mais j'ai besoin que tu me donnes les articles sur ces thématiques qui ont été publiés dans les journaux des top 5, donc les meilleurs journaux des revues. En me donnant les sources, je les télécharge, je mon personnage, je prends maintenant le temps de les consulter. Au lieu que moi-même, je pars sur Google ou sur Google Scholar, Voilà. et je commence moi-même à taper migration. Et puis, je commence encore à parcourir tout le reste. Dès que je lui spécifie ma thématique, il sait facilement détecter toute la suite. C'est un gain de temps, Oui. vraiment. Oui, C'est surtout l'avantage c'est vrai. que je trouve avec l'IA pour les étudiants.
Avant de passer à la rubrique de Gabriela, j'aurais juste poser la question par rapport à... On va parler de Perplexity. Est-ce que tu connais cette Oui, IA? Qu'est-ce que je tu en connais penses? Perplexity. Personnellement, je ne l'utilise pas trop, mais actuellement, c'est devenu comme Une alternative. une alternative pour Google, parce que quand tu lui poses la question, même pour Notebook LM, quand tu lui poses la question, il te donne la réponse et il te spécifie directement les sources où il a tiré le type de réponse qu'il t'a donné. Parce que c'était ça le challenge avant avec l'IA. Comme ChatGPT, il te génère juste les idées, mais tu ne sais pas où est-ce qu'il s'est référé pour donner ce type de contenu. Et c'est là que c'est qui fait la différence un peu avec Perplexity. Ok, mais merci beaucoup pour ces explications très claires. Donc, on va passer donc, à une partie un peu plus interactive avec Gabriela, donc, qui va te poser des questions concrètes d'étudiants. Passons à la troisième partie, le cas pratique. Merci beaucoup, Olivier. Dans cette dernière partie, nous allons continuer sur les IA que vous proposez en parlant de cas pratiques, donc d'étudiants qui se sont retrouvés dans certaines situations et vous allez pouvoir aider ces étudiants à savoir quelle IA utiliser. Nous allons donc commencer avec Sarah, qui est une étudiante en rédaction et elle est en train d'écrire son mémoire. Mais elle a du mal à structurer son plan et à même formuler sa problématique. Quelle IA lui conseillez-vous? Je peux lui conseiller Site.ia. Là, ça va lui permettre de trouver des références. Et Claude, comme j'étais en train de le dire aussi, il peut déjà mettre son sujet de mémoire. Et il dit, j'ai vu écrire sur ça, mais j'ai du mal à trouver les sources. Mais il faut être encore plus spécifique. Quel type de source tu veux? Parce que si tu ne spécifies pas le type de source, lui, il va aller dans tous les sens. Mais plus tu es spécifique, plus tu contextualises bien ta question ou ta problématique, mieux il va te donner des réponses auxquelles tu t'attends. Et un peu ChatGPT, il peut maintenant lui poser la question là, comment par exemple il peut structurer son mémoire. Toujours comme je le disais, il contextualise d'abord tout bien. Pas juste lui dire, j'ai écrit sur ça, j'ai besoin que tu me donnes une structure. Et il va te donner une structure, mais plus tu es spécifique, par exemple, spécifie les domaines dans lesquels tu étudies, tu donnes même, par exemple, des modèles des anciens mémoires qui sont passés dans ton département, comment est-ce qu'il a été structuré. Avec ça, il va bien comprendre le contexte dans lequel tu es pour te donner aussi des bons retours. Merci beaucoup. Donc, dans ce que j'entends, l'étudiant doit quand même faire l'effort d'avoir fait ses premières recherches, d'avoir déjà une idée avant de demander l'aide d'une intelligence artificielle. C'est ça. C'est pour ça qu'on a dit que ce sont des assistants. C'est l'étudiant, les boss, et il donne maintenant les ordres par rapport au type de résultat qu'il est en train de vouloir avoir. Super, merci beaucoup. Nous avons un deuxième cas, celui d'un étudiant qui est très débordé. Son nom, c'est Kevin. Il est étudiant en master et il se sent dépassé entre ses cours, son mémoire et même ses travaux de groupe. Quelle IA lui conseillez-vous pour qu'il puisse mieux s'organiser et pour qu'il puisse aussi mieux gérer son temps? Ok. Là, le type de l'IA qui peut bien lui aider à s'organiser, je pense, ça peut être Notion. Parce que Notion travaille aussi sous forme d'un calendrier où tu peux spécifier le type de tâches sur lesquelles tu travailles. Et comme ça, tu peux bien savoir faire le suivi. OK, est-ce que ça, c'est le temps de réviser les cours? Est-ce que c'est le temps de faire les mémoires? Ou l'autre aspect que tu as présenté? En essayant, premièrement, d'abord d'identifier toutes les tâches sur lesquelles il doit travailler. Avec Notion, ça peut même lui envoyer des rappels et il pourra bien voir ce qu'il est en train de réviser. Parce que ça, c'est très important. Ce n'est pas juste venir poser la question à l'IA, je suis débordé, aide-moi à me dépasser. Mais non, toi-même personnellement, il faut d'abord que tu puisses bien identifier les tâches sur lesquelles tu travailles. Et puis l'IA peut t'aider. Je pense que tu as dit Tipeee, s'il ne sait pas où commencer, par exemple, il peut poser la question à ChatGPT. J'ai les cours, j'ai les mémoires, et j'ai ça aussi, mais je ne sais pas comment m'organiser ou comment prioriser. Mais plus il donne encore des contextes, comme je le disais, ça peut être plus intéressant. Mais par exemple, même s'il commence par ça, je pense ChatGPT peut lui demander, par exemple, où est-ce qu'il veut mettre plus d'efforts, où est-ce qu'il veut plus se concentrer, quelles sont plus les priorités. Et avec ça, s'il lui pose une deuxième question, ça va lui permettre maintenant de lui proposer des réponses claires. Mais il ne faut pas seulement que c'est limite à l'IA. Il peut utiliser, par exemple, maintenant des outils d'organisation ou de gestion du temps, comme Notebook LM, ça peut lui aider. Parce qu'ils ont aussi intégré... Non, Notion, ça peut lui aider parce qu'ils ont intégré aussi l'aspect IA dans leur plateforme, quoi.
Merci beaucoup. Il faut quand même combiner plusieurs IA quand même, malgré tout, pour être vraiment efficace. Ah oui, des fois, ça L'IA demande ne peut pas tout faire, de en fait. combiner. Oui. C'est pourquoi une des meilleures façons d'utiliser l'IA, c'est de se former d'abord. Ça, c'est très important. Une deuxième chose, c'est se faire l'audit personnel. Parce que des fois, les cas sont un peu différents. On peut dire que les étudiants ont tous besoin de refuser, mais par exemple, comme le cas que tu viens de dire, ça peut demander par exemple aussi de comment mieux s'organiser entre plusieurs tâches. Et avec ça, c'est mieux d'abord de connaître sa situation personnelle. Et avec ça, on pourra savoir quelle IA va maintenant mieux m'aider, quoi. Exactement. Ça, c'est... Alors, nous avons un troisième cas pratique, celui d'un chercheur. Il s'appelle Patrick. Il doit analyser plusieurs articles et synthétiser plusieurs données scientifiques. Mais bien sûr, il se trouve un peu débordé. Qu'est-ce que vous lui conseillez pour pouvoir synthétiser tous ces articles scientifiques? Quelle IA lui conseillez-vous? Il y a plusieurs IA, mais s'il a déjà autour de 50 articles, Notebook LM peut faire un bon boulot pour lui, parce que peut même lui demander de synthétiser sous forme de tableau. Donc, j'ai 50 articles, je vais savoir les sujets, l'objectif, quelles étaient par exemple les questions de recherche de départ, les résultats auxquels ils ont abouti. Tu vois, ça peut même déjà te donner un bon tableau comme ça, ça synthétise très bien. Et puis après, là, il peut revenir et consulter après. Ouais. Ok, ben merci beaucoup, Gloire, donc, pour cet échange. Donc ici, on voit que l'intelligence artificielle peut s'adapter à tout type d'étudiants, donc et tout type de chercheurs également. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc juste une question, une dernière question que j'aimerais te poser. Donc, si un étudiant devait retenir une seule idée de ton livre, quelle serait cette idée? C'est d'utiliser les IA de manière éthique. Ça doit être ça. Il y a beaucoup d'IA un peu connues de tout le monde, mais il faut les utiliser de manière éthique. Et dans le livre, je propose 7 à 8 cas pour pouvoir utiliser l'IA de manière éthique. En tout cas, c'est très intéressant et j'ai l'impression qu'on va voir et revoir cette émission, on va mettre pause, on va prendre des notes et on va se dire, tiens, on va revoir en pratique dans ma vie, dans mon quotidien, ou même, moi, je vois avec mes étudiants aussi. Et je veux rappeler aux étudiants aussi, l'IA a une façon spécifique, ChatGPT a une façon spécifique d'écrire. Donc, quand tu copies-colles, on va le voir. Ouais. Les apostrophes, c'est les apostrophes spécifiques à ChatGPT. Donc, sois intelligent, étudie, connais ta matière, et après, tu prends ça comme assistant, comme on l'a dit depuis le début. Et ce qui rejoint également encore, comme ça, on va renvoyer à une autre émission, au guide de l'étudiant, qui, bien sûr, rappelle qu'il faut avoir la vision, il faut avoir des objectifs. Et ta productivité, et bien sûr, tu vas t'appuyer sur cette vision pour pouvoir utiliser ces assistants qui sont là pour atteindre les 5% d'étudiants. Dans les 5% des étudiants. Dans les 5%. Donc, qui se distinguent sur le plan académique, exactement. mais aussi dans la vie. Dans la vie. C'est pas seulement question de réussir les cours et d'avoir son diplôme. Voilà. Yes. Quel mindset. Merci beaucoup, donc, Gloire, pour cet échange inspirant. Merci, Angélique. Merci, Gabriela, donc, pour ce bel échange. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Donc, n'oubliez pas de nous suivre sur nos différentes plateformes, de commenter, de liker et surtout de partager. Et à très bientôt pour un nouveau numéro de Culture Caso. À bientôt. Au revoir. Merci.